Bonsoir à vous qui nous suivez sur TV5 Monde. Plus de 900 millions de litres consommés, l'eau gazeuse est au cœur d'un marché féroce. À 16 centimes le litre ou plus de 4 francs le litre, quelle est la meilleure eau gazeuse? Notre dégustation raffinée vous dira tout, loin des effets du marketing. La seule boisson indispensable à la vie, c'est l'eau, et beaucoup d'entre nous l'aiment gazeuse. On en boit des millions de litres par année sans savoir forcément que derrière une bouteille plus ou moins sophistiquée, plus ou moins chère, il y a une concurrence redoutable entre des acteurs dominants comme Nestlé Waters, Danone, Castel. Mais de petites marques suisses ont réussi quand même à faire leur place au soleil. Captation de l'eau, mise en bouteille, distribution, publicité, bataille des prix au centime près. Ce marché de l'eau gazeuse sera décodé ce soir en plusieurs étapes, y compris des alternatives moins gourmandes en énergie. On commence par le commencement. Nous sommes dans le canton de Bâle-Campagne, entre ces collines de 800 mètres de haut qui marquent la fin de la chaîne du Jura. Un épais capot métallique protège l'accès aux installations de captage des eaux Eptinger. En 1971, cette petite marque suisse a investi dans un nouveau forage. Une conduite profonde qui traverse plusieurs couches géologiques pour extraire une eau minérale très pure, contrôlée en permanence. Nous avons un forage qui est à 417 mètres de profond. Alors très profond, donc on passe sur plusieurs couches et qui donne une qualité d'eau extrêmement très riche en sels minéraux. La source est sérieusement protégée pour garantir le respect des normes fédérales, très strictes en particulier dans le domaine de l'eau minérale naturelle. Connue localement depuis plusieurs centaines d'années, la source a commencé à se développer à la toute fin du 19e siècle. C'était en 1899, au restaurant Bad Eptinger dans le village. Il y avait deux copains qui se sont dit on a une source formidable et on commençait à mettre de l'eau dans des petites bouteilles pour des gens qui sont venus en cure pour eau médicinale. Et ils se sont dit tiens, pourquoi pas amener l'eau vers les gens? Et c'est là, c'était les premières mises en bouteille. Installée en contrebas, à 2 km du captage, la fabrique des eaux Eptinger est une petite entreprise familiale. L'usine produit chaque année entre 40 et 50 millions de bouteilles, en verre ou en PET, d'eau plate, finement ou fortement gazeuse, ainsi que d'autres boissons de table. Les affaires d'Eptinger sont bonnes. L'entreprise vient d'investir 1,5 million de francs dans cette nouvelle machine qui moule les bouteilles de PET. Le PET, c'est hyper important, soit de très bonne qualité. Et aussi le couvercle. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème justement dans le PET? Alors justement, c'est toujours une question de qualité. Ça, celui doit être exceptionnel pour qu'il n'y ait aucune variation dans le PET. De qualité, parce que ça peut influencer sur le goût. Donc, PET de très haute qualité. Sitôt moulées, les bouteilles sont rincées pour éliminer les moindres résidus de fabrication. À haute cadence, les récipients en PET ou en verre sont ensuite remplis et encapsulés dans la foulée. Chez Eptinger, le rythme moyen est de 16 000 bouteilles à l'heure. Sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, aucun détail n'est laissé au hasard. Un bouchon, ça ne se prend pas au hasard. Il y a différentes qualités sur le marché. Donc, on prend la qualité la meilleure. On assure le coût. Avec d'autres qualités, on a parfois des incidents? Oui, ça peut arriver. Ils ne sont pas étanches, incidents. Au niveau de la fermeture, on ne peut pas les ouvrir, trop serré, pas assez serré, et ainsi de suite. La source Eptinger ne produit naturellement que de l'eau plate. La gazéification est donc un procédé additionnel, assez simple techniquement. D'un côté, un réservoir de dioxyde de carbone, de l'autre, l'arrivée d'eau. Le dosage du mélange est géré automatiquement. Là encore, l'erreur est interdite. Tout se passe d'abord au démarrage, hein, c'est clair. Toute l'installation dans l'usine doit être stérile. Ça, c'est primordial. Dès que c'est stérile, on lance cet appareil pour la mise en route pour gazifier l'eau.
Donc ça se gère tout seul là. Au démarrage, les premières bouteilles, les centaines, on va les virer. Et après, on fait tout de suite, très vite, un contrôle de qualité. La concentration en gaz carbonique est vérifiée régulièrement en cours de production. Cet appareil analyse en un clin d'œil le taux de CO2 fixé à plus ou moins 4 grammes par litre pour l'eau verte finement gazeuse et à 6 grammes par litre pour la rouge. Impeccable. 4,14. Impeccable. Courtisée régulièrement par les grands groupes qui se répartissent le marché de l'eau en Suisse, la petite eau minérale bâloise affirme qu'elle restera toujours indépendante. Très concurrentiel, c'est le prénom, comme on dit. Environ 50 marques se disputent le marché helvétique des buveurs d'eau gazeuse. 25 marques suisses face à des rivales françaises, italiennes principalement. On se bat à coups de centimes et de pubs, parfois assez audacieuses. À Paris, l'équipe de l'émission Culture Pub analyse depuis 25 ans les rouages du marketing et de la publicité. Les recettes employées par les groupes minéraliers pour nous vendre très cher ce qui n'est en fait que de l'eau n'ont plus de secret pour Tanguy Leclerc, le patron de la rédaction. Effectivement, les consommateurs sont en demande, mais tout l'art du marketing et de la publicité, c'est de favoriser cette demande. Le consommateur, au bout d'un moment, il a des réflexes de consommation, il va dans son magasin, il va dans son linéaire des eaux, il prend ses packs parce qu'il est habitué. Ce qu'il faut arriver pour les marketeurs, c'est justement créer cette petite éruption qui va lui créer une nouvelle envie. Intégré au groupe Nestlé, Perrier est l'exemple parfait d'une marque qui réussit régulièrement à créer cette fameuse petite étincelle. La stratégie est toujours audacieuse, mais elle fonctionne. Inconnu il y a 150 ans, Perrier a gagné 400 millions d'euros en 2012. Perrier, dès le départ, ça a été l'univers de la fête, le côté fun, le côté un petit peu transgressif. Et qui est la star chez Perrier? C'est la bouteille et l'eau. Gravé dans l'inconscient de ses consommateurs cibles, Perrier peut désormais vendre son eau ni plus ni moins gazeuse que les autres, au moins 2 fois plus cher que ses concurrentes. Perrier, en fait, a réussi à installer cette notion de prix premium dès le départ, en fait. Et c'est tout l'intérêt des communicants et des dirigeants de cette marque. C'est que dès sa création, ils ont considéré qu'ils pouvaient proposer une eau qui coûterait plus cher que le vin et que le lait, qui était ce que buvaient généralement les Français le plus à cette époque. Surfant sur la vague du succès, Perrier est aujourd'hui un acteur incontournable de la grande bataille de l'eau à l'échelle mondiale, mais aussi localement sur le marché suisse. Un marché national où se retrouvent notamment Perrier, San Pellegrino et surtout Aignier. Aignier qui nous a ouvert les portes de son usine installée dans le canton de Vaud. Chaque année, 150 millions de bouteilles sortent des chaînes de production, dont 60% d'eau gazeuse, la verte et la rouge. Aignier pèse à elle seule 10% du marché suisse. C'est un marché qui s'est développé, qui a cru. Les derniers chiffres montrent une progression de l'ordre de 1% par rapport à des années antérieures où finalement il était plutôt en déclin. Donc une bonne année 2013. L'eau gazeuse reste populaire en général, mais Aignier note tout de même que le goût des consommateurs suisses se déplace vers la version verte, la moins gazéifiée de la gamme. En concurrence permanente avec les eaux des groupes Coca-Cola, Danone ou du brasseur Carlsberg, sans compter les eaux indépendantes, Nestlé a accepté de nous dévoiler sa stratégie sur le marché suisse. Avec ce premier objectif, toutes les eaux minérales de son portefeuille doivent chacune trouver leur place sur le marché. Chaque marque a un positionnement très clair. Donc, par exemple, Aignier, San Pellegrino sont des marques qui sont vendues dans la gastronomie, qui accompagnent un repas. Perrier, en Suisse, va plutôt être quelque chose que vous allez boire à l'apéritif ou qui va accompagner d'autres boissons et pas forcément un repas. Donc, c'est des moments de consommation différents pendant la journée.
Mais qu'en est-il des marques comme Aigné et San Pellegrino qui sont très semblables et qui entrent en concurrence directe sur le même créneau? On a Aigné en tant que marque suisse, San Pellegrino en tant que marque italienne, et les deux marques vont très bien ensemble dans notre portefeuille. Donc c'est clair qu'on essaye de jouer là-dessus et de vendre nos marques. Mais la concurrence entre marques n'est pas forcément mauvaise, puisqu'on y trouve aussi son compte. Donc je veux dire, à la fin, autant faire de la concurrence entre Aigné et San Pellegrino que de la concurrence avec des concurrents. Tous ces produits sont proposés ensemble, en concurrence directe, sur le marché romand. C'est là qu'intervient la famille Cartenou, propriétaire d'Allo Boisson, le plus important distributeur de Suisse romande. Une entreprise qui ravitaille 10 000 clients, restaurateurs, magasins et entreprises. Nous avons 30 eaux minérales, 30 marques d'eau minérale, 156 conditionnements, ce qui est quand même beaucoup. Donc ça permet aussi aux clients d'avoir un choix plus grand en se ravitaillant chez nous. L'entreprise vient d'investir plus d'1 million de francs dans ce système ultramoderne de stockage robotisé, une nouveauté dans la distribution pour rester dans la course face à la concurrence. Ça nous permet d'être plus rationnel, d'être plus fonctionnel, d'économiser du temps, d'économiser aussi des efforts à nos collaborateurs, des efforts inutiles qui peuvent être faits par les machines. Et tout ça se traduit par des centimes, par des secondes, par des minutes gagnées. En Suisse, le marché de l'eau est féroce. La bataille entre les marques et entre les distributeurs se gagne ou se perd à coups de centimes par litre. Pour défendre leur part du marché, les concurrents ne se font pas de cadeaux. C'est vrai qu'on a aussi tout d'un coup une volonté d'avoir un marché par rapport aussi à une région. On est plus présent, de ne pas laisser arriver quelqu'un qui viendrait dans entre guillemets, notre secteur qui nous est un peu protégé. Donc ça, peut-être qu'on veut garder. À ce moment-là, on est peut-être un petit peu plus violent dans l'offre. Pour préserver son secteur, un distributeur doit soigner ses clients, connaître leurs cibles et leur proposer les produits les mieux adaptés à leur marché. En principe, c'est le marché qui dicte ce que nous devons livrer. C'est non nous, c'est le marché. Nous répondons à la demande du marché. Oui, mais le marché, vous pouvez le créer en faisant des prix plus attractifs sur un produit plutôt qu'un autre. Vous êtes aussi capable de diriger le marché avec les prix. Nous pouvons quelquefois guider le client, conseiller le client en ce que nous préférons nous, mais en principe, c'est quand même quelque chose qui est censé par rapport au marché. On ne peut pas imposer au marché quelque chose que le marché ne veut pas. Mais notre enquête démontre que la bataille se gagne aussi à coups de rabais, d'actions spéciales, de bouteilles gratuites ensuite facturées aux clients, autant de trucs et de ficelles dont le secteur n'aime pas parler face à la caméra. Au final, nous retrouvons côte à côte une sélection de ces produits en grande surface, mais aussi dans les frigos de nos cafés préférés. L'occasion de répondre à cette question, comment se fait-il que l'eau gazeuse soit si chère au restaurant ? Cet établissement genevois prépare 2 fois par jour une cuisine artisanale. Travaillant 60 heures par semaine, avec 9 employés et les charges, pour le propriétaire, le calcul est vite fait. On a des bons produits. Si on vous vendait simplement un plat comme ça, eh bien sûr qu'on ne pourra pas tout payer, c'est sûr. Donc c'est nécessaire de vendre des boissons avec de bonnes marges. Il faut imaginer des artisans, il ne faut pas imaginer des commerçants. Si vous imaginez des commerçants, vous imaginez des gens qui achètent Satan et qui vendent Satan, et c'est fait dans la poche la différence. Nous, on est des artisans, on fabrique, il y a des locaux, il y a du matériel, il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer. On est des artisans. C'est une tradition suisse. Le consommateur ne veut pas payer son plat du jour un peu plus cher que la moyenne, quelle que soit la qualité proposée. C'est ainsi qu'une eau minérale achetée environ 1 franc chez un distributeur se trouve facturée près de 5 francs aux clients du restaurant. Depuis très longtemps, en Suisse, on prend des bonnes marges sur les boissons, et ce qui permet peut-être d'avoir des plats à des prix concurrentiels, des plats cuisinés, faits entièrement. On part de produits bruts et on arrive à un produit fini. Et ça nous permet peut-être d'avoir encore un plat à un prix possible. Pour ce restaurateur pourtant très populaire, la marge sur les boissons est tout simplement une question de survie face à des modes de consommation en pleine mutation. On est en concurrence avec toutes sortes de distributeurs de nourriture, des fast-food, des gens qui vendent des sandwichs, les supermarchés qui ont toutes sortes de choses à manger sur le pouce, à mettre dans un micro-ondes, etc. On est en concurrence avec ça. Et chaque fois qu'il y a un client qui passe de l'autre côté, on l'a perdu.
La marge confortable sur les boissons est également pratiquée par les grandes chaînes de restauration industrielle. Avec donc cette certitude pour le consommateur suisse, le prix de l'eau minérale, gazeuse ou non, n'est pas près de baisser. Vous aurez compris qui encaisse la plus grande marge, justifiée dans certains cas, nettement moins dans d'autres. Et quand vous achetez une bouteille d'eau gazeuse en magasin, les différences de prix sont étonnantes, de quelques centimes à plusieurs francs le litre. Alors le goût de l'eau est-il corrélé avec son prix? Ou pour faire simple, une eau très bon marché serait-elle pas terrible? Réponse avec une dégustation aussi sophistiquée que pour le vin. Les 5 sens de nos dégustateurs sont en éveil. Un grand hôtel de Genève nous a accueillis dans son bar généralement ouvert en soirée. Un cadre chaleureux propre à éveiller les sens de nos testeurs volontaires. 3 fins becs, habitués à stimuler leurs papilles gustatives sur les boissons les plus nobles. Premier testeur, Annick Jean-Méret, journaliste gourmande spécialisée dans la gastronomie. Knut Schwander, responsable en Suisse romande du guide Goemio, et Hervé Guinan, responsable de la qualité des eaux de la ville de Genève. Nous leur avons soumis 10 eaux minérales gazeuses représentatives du marché roman. En commençant par la moins chère, la Saskia, achetée chez Lidl au prix très bas de 16 centimes par litre. Puis l'Eptinger, trouvé chez Denner au prix de 53 centimes par litre. À peine plus cher, la Pro de la Migros et la Swiss Alpina de Coop, toutes deux à 63 centimes. La San Pellegrino à 67 centimes le litre chez Coop, suivi de l'Arquina, acheté chez Alligro à 73 centimes le litre. Au même tarif de 80 centimes, on trouve l'Aigné chez Manor et la Valzer classique chez Coop. Nettement plus cher, la Perrier achetée à la Migros, une eau vendue 2 francs le litre. Et enfin, positionnée haut de gamme, la Châteldon disponible chez Globus à 4 francs 27 le litre. Une dégustation à l'aveugle nécessite une concentration intense. Les testeurs observent attentivement chacune des eaux. La texture mate, brillante, voire lumineuse, révèle la nature de leur sol d'origine. Avant de passer au test du goût. On s'aperçoit qu'il y a des différences incroyables, qu'il y a des notes parfois presque médicamenteuses et déplaisantes, des eaux qui, moi, me plaisent beaucoup parce qu'elles sont très neutres, très agréables en bouche. Pour l'eau comme pour le vin, 5 termes principaux servent à définir le goût. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'aromatique. L'odorat permet de son côté de ressentir les arômes les plus subtils, fruités, boisés ou terreux, appréciés ou non par chacun d'entre nous. Celle que moi je recherche plutôt, je dirais celle plutôt gastronomique, donc qui doit avoir des qualités pour figurer sur une table et non sur une table de chevet dans une clinique. Autre critère sélectif, le test du toucher, c'est-à-dire une fois en bouche, la perception de la finesse des bulles, différente d'une eau à l'autre. L'ouïe est aussi d'une aide précieuse pour déterminer la qualité et l'épaisseur des bulles. À la fin du test, les fiches sont analysées par notre équipe et le classement final révèle de nettes différences entre les produits. Classée dernière, l'eau gazeuse Swiss Alpina. J'ai trouvé peut-être une dimension un peu crayeuse dans son goût. On retrouve à la 9e place l'eau rouge d'Eptinger. J'ai mal noté parce que elle m'a paru vraiment désagréable. C'est typiquement le type d'eau que j'aimerais éviter qu'on me serve avec un repas. Il me semble qu'une eau doit donc à partir de là être relativement neutre ou avoir un caractère, c'était le cas de l'une des eaux qu'on a dégustées, qui a un caractère mais qui m'a paru, disons, plaisant et pas dominant. 8e, la San Pellegrino qui obtient à peine la moyenne. Au 7e rang, l'eau gazeuse de Valzer. Et à la 6e place, l'Arquina qui obtient la note de 6,2 sur 10. Vous dites que cette eau manque de finesse, qu'elle est banale,
sans intérêt et même qu'on se croirait à l'hôpital. Moi, ça me renvoie toujours à la cure thermale, à la clinique, au lit d'hôpital, donc c'est pas très rigolo. Au 5e rang, Perrier, une eau très typée, forte en bulles. Cette eau au niveau de l'impression en bouche m'a surpris en bien, de par la finesse des bulles, le pétillant relativement léger mais dynamique quand même. C'est ce que j'attends personnellement avec une eau gazeuse, avec une belle longueur en bouche, c'est-à-dire que le pétillant dure. Classé 4e, l'eau rouge d'Aigné. À la 3e place, la Saskia, l'eau la moins chère de notre sélection. Et termine 2e, la version d'Apro, la plus fortement gazéifiée de la marque. Une eau gazeuse peut justement avoir un effet bénéfique dans la mesure où elle réveille le palais, on a quelque chose qui se passe, c'est amusant, on va dire, c'est ludique, ou au contraire, anesthésier les papilles, et ça serait dommage. Donc ce n'était pas le cas de celle-là. Et l'eau la plus rare sur le marché roman, la Châteldon, se classe à la première place. Une eau que nos jurés ont qualifiée d'élégante, rafraîchissante et sans arrière-goût, particulièrement adaptée à l'accompagnement des plats. Il est intéressant de souligner que l'un de nos testeurs a classé premier ex aequo cette eau, la plus chère de notre sélection, et la Saskia, la moins onéreuse, soit une différence de plus de 4 francs par litre. Intéressant de voir que dans ce trio de tête des meilleures eaux gazeuses, vous avez la plus chère et la moins chère. Des résultats que vous retrouverez évidemment sur notre site internet. Pierre Michetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gastro-entérologue, praticien et professeur à l'université. Alors on va parler de l'aspect santé de ces eaux minérales gazeuses. Parlons d'abord des bulles. Est-ce que c'est intéressant pour notre organisme de consommer une eau qui est gazéifiée? Est-ce que c'est bon par exemple pour mieux digérer? Alors, c'est pas mal pour digérer surtout les gros repas. C'est un avantage d'avoir un peu de bicarbonate qui arrive dans notre système. Ça tamponne un peu l'hypersécrétion acide gastrique, surtout dans de longs repas. Et c'est sans doute pour ça qu'on a peut-être tous tendance à commander de l'eau gazeuse au restaurant. Mais ça peut créer aussi de l'aérophagie. Alors, ça peut, bien sûr, ce bicarbonate, avec l'acide, ça va produire du CO2, c'est un gaz, et ça va nous gonfler. Alors, c'est un équilibre à trouver. Les ballonnements, les fameux ballonnements, voilà. Alors, évidemment, ces eaux gazéifiées sont des eaux minérales, ce ne sont pas des eaux anodines. On va parler de ces sels minéraux en parlant peut-être du sel. Il y a des eaux très salées, comme par exemple la Vichy Célestin qui contient 1172 mg par litre. C'est 120 fois plus que l'eau du réseau Genevois, on l'avait déjà montré. Plus salée encore, la Vichy Saint-Yor, 1708 mg de sel par eau. C'est méga salé. Dans quel cas, dans quelle situation il faut faire très attention à ne pas consommer ces eaux-là régulièrement? Alors, je pense qu'il ne faut pas consommer ça régulièrement. Vous savez qu'on est dans des sociétés où on mange déjà trop salé, on consomme trop de sel par jour. Et si on est hypertendu, ce qui est une proportion importante de la population, si on a une insuffisance cardiaque ou si on a une insuffisance rénale, on ne va plus pouvoir gérer cet apport de sel. Donc, pour tous ces gens-là, il faut faire attention. Et pour les femmes enceintes et les enfants aussi, en nouveau-né, quoi. Voilà, alors les nouveau-nés, bien sûr, eux, ils n'ont pas la capacité d'extraire du sel aussi bien de l'eau que nous. Et puis les femmes enceintes, elles ont aussi un risque d'hypertension, un risque de rétention hydrosalée. Donc attention à trop de sel dans ces catégories-là. D'accord, et de manière générale, on consomme déjà tellement de sel par jour qu'il ne faut mieux pas trop en rajouter. À l'inverse de l'échelle, je parlais des plus salés, vous avez par exemple, je cite, l'eau qui est la moins salée, c'est une Eptinger qui contient finalement assez peu, 4,2 mg de sel par litre, c'est nettement moins. Il y a aussi du calcium dans ces eaux minérales. Est-ce que ça a un intérêt de consommer, de se supplémenter en calcium avec des eaux gazeuses minéralisées? Alors, ça a un intérêt, on a besoin de calcium, c'est quelque chose qui fait partie de nos besoins diététiques tous les jours. Donc, pour ceux qui mangent peu de produits laitiers, par exemple, un apport de calcium par l'eau est intéressant. Pour des gens aussi qui ont besoin de suppléments de calcium pour lutter contre des déperditions exagérées en cas de diarrhée ou pour prévenir certains types de calculs, eh bien, c'est intéressant d'avoir des eaux salées. Vous me direz, bien sûr, on peut avoir des suppléments de calcium. Et là, c'est de l'ordre du gramme ou du 2 grammes.
qui est plus que ce qu'on peut avoir dans l'eau, mais qui est parfois mal tolérée, qui cause des diarrhées. Et parfois, l'eau avec calcium peut être intéressante. Alors, vous avez une eau très chargée en calcium, c'est la Eptinger, mais il faut en même temps pas trop en consommer. Il y a du magnésium qui peut être utile aussi, sauf erreur pour les muscles, dans ces eaux-là. Et du sulfate, à quoi ça sert, ça ? Alors ça ne nous sert pas à grand-chose, le sulfate. On n'en a pas besoin vraiment. Mais ce sulfate dans l'eau va avoir un effet osmotique, va garder de l'eau dans le tube digestif et va favoriser un peu le transit. Donc pour les gens constipés, ça peut être une formule intéressante d'avoir une eau plus riche en sulfate. Mais trop de sulfate dans une eau, et j'ai entendu dire que ça va limiter l'effet du calcium et du magnésium. Donc, il faut bien choisir. Alors, on connaît quand même les arguments des minéraliers, qui est de dire la minéralisation, finalement, outre une fonction de réhydratation, est très utile. Est-ce que ça vaut la peine pour quelqu'un en bonne santé de consommer vraiment de l'eau minérale régulièrement ? Alors, c'est un plaisir, c'est aussi un plaisir du goût, on l'a vu avec vos sujets précédents. Ce n'est pas un besoin, notre corps est capable de régler beaucoup ces minéraux, c'est tellement important, notre mer intérieure doit être très finement ajustée et quelqu'un en bonne santé peut le faire avec pratiquement n'importe quel type d'eau, y compris l'eau du robinet. Donc ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir ces eaux-là, c'est plutôt de l'ordre du plaisir, de l'agrément. De l'eau du robinet qui est très propre, on l'a déjà dit plusieurs fois, et pas cher du tout, évidemment. Oui, elle n'est pas chère, et puis elle se déplace toute seule jusqu'à chez vous. Et d'ailleurs, il n'y a pas tout, sur toutes les bouteilles, le taux de minéralisation des bouteilles, on l'indiquera sur notre site internet, de la plus fortement minéralisée à la plus faiblement minéralisée. Ça peut être utile aussi pour vos patients, peut-être. Parfait. Merci pour ces explications. Très bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée. Quel avenir pour la langue française, parlée aujourd'hui par 220 millions de personnes. À une semaine du Forum mondial des femmes francophones à Kinshasa et un mois avant la Journée internationale de la francophonie, Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, donne ses réponses. Internationale, présentée par Philippe Dessin, demain sur TV5 Monde. Tu ne bouges pas. Il ne bouge pas, il y a ton ex-mari et sa poule. Tu sais que Philippe se remarie? Vous aussi m'inviter. Pour elle, l'amour est un gros regret. Mais la route qui mène au mariage de leur ex est celle des coups durs, celle des coups de foudre. Ben, je vais d'abord vous tirer. Moi d'abord. Ou celle des coups de gueule. Jane Birkin, Caroline Cellier et Catherine Jacob dans Thelma, Louise et Chantal. Lundi sur TV5 Monde. Bienvenue chez nous. Une maison d'inspiration britannique, là, un jour de pluie comme ça, c'est assez pertinent. Il pleut pas souvent à Montebello, mais quand il pleut, il pleut. Ouais, ça paraît. Alors, bonjour et bienvenue à Visite Libre. Aujourd'hui, nous sommes à Montebello en compagnie de Denise Gravel et Gaétan Gaudreau. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Bonjour. Bon, c'est une maison humide, mais c'est une maison de travaux. C'est un grand projet de restauration que vous nous amenez visiter aujourd'hui. Oui, puis on est sur un golf ici. Alors, quand il pleut comme ça sur le golf, on rentre dans la maison. Alors, on devrait rentrer. Fait que je t'invite à rentrer, mon cher Philippe. D'accord, allons-y. Alors, dès qu'on est entré dans la maison, on est tout de suite plongé là, dans l'atmosphère des années 30. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchiez, ça, quand vous avez trouvé la maison ici? Oui, parce qu'on aimait beaucoup le bois, puis on voulait avoir quelque chose de très différent comparativement aux maisons modernes. C'était ça qui nous attirait à Montebello. Puis il y avait aussi le fait que c'était
La maison était assise sur le premier trou du golf. Fait que ça, on trouvait ça super intéressant. Ah oui, ça, il faut dire qu'il y a un terrain de golf assez exceptionnel ici, qui se distingue des autres golfs aussi. C'est un paysage en soi. C'est un des beaux terrains de la région, là, très privé, dans le bois. On adore ça. C'était notre traite. On venait ici jouer au golf 2 fois par année. Puis on s'était dit un jour, on s'envoie une de ces maisons-là qu'on pourrait acheter. Puis on est tombé sur ce petit bijou-là il y a 6 ans. Puis on a décidé de partir dans le projet de la restauration de la maison. Il y a une histoire extrêmement intéressante à tout le secteur ici. Ça commence à remonter très loin, en fait. Oui, avec Louis-Joseph Papineau, qui a eu les terres par le Séminaire de Québec pour probablement des honoraires que l'Église catholique lui devait. Il a réussi à avoir les terres tout le bord de la rivière des Outaouais, plus tout le terrain ici. Et à un moment donné, le domaine de la seigneurie, ça, c'est des grands capitalistes, on peut dire. Les grands capitalistes montréalais, torontois et d'Ottawa aussi ont acheté tout ça, puis ils ont fait un club privé. Je pense que ça mesurait 65 000 hectares. C'est un truc incroyable. La maison appartenait justement à un de ces membres-là du club. Oui, puis on a même trouvé des photos du propriétaire original. Ça, c'est M. Joy. C'est incroyable parce que l'atmosphère n'a pas changé. C'est exactement. Puis la maison que vous avez trouvée ici, là, elle avait, bon, je ne sais pas dans quel état elle était, mais vous avez quand même mis 6 ans de travaux. Oui. Donc, elle était quand même dans un état, dont elle nécessitait un peu de soin. Beaucoup d'amour. Pendant 70 ans, personne n'a rien fait sur cette maison-là. Elle est restée comme... C'était un chalet, c'était une cabine qu'ils appelaient. Là. Alors, il venait la cabine Joy. Là. Ça, c'était des grandes familles. Puis là, on se remet exactement dans le climat, dans l'ambiance d'être une grande famille. Puis c'est quand même... Bon, 1937, c'est la grande crise économique. Donc, ces gens-là étaient fortunés puis se sont regroupés dans ce club. Mais quand on voit... Il y a toutes sortes de petits détails qui nous donnent une impression de la grandeur. Juste la porte ici. La porte d'entrée, elle mesure 41 pouces de large. On peut rentrer 2 frigos quasiment en même temps. Oui, elle est immense, puis elle est pesante elle aussi. Elle est haute aussi, elle est très haute. Oui, puis même, il n'y avait pas d'œil magique. Puis on s'était dit, c'est tellement épeurant, on voit pas l'autre base qui se passe. Alors, à la place de mettre un œil magique d'aujourd'hui moderne, je m'étais dit, pourquoi pas faire quelque chose à l'ancienne, un vieux Judas là, que je pouvais faire. Alors, je suis allé voir un forgeron, puis j'ai demandé... J'avais arrivé avec mon plan, puis il comprenait pas mon plan. Puis là, j'ai fait en carton avec des pailles, puis j'ai dit, c'est ça que je veux, mais en métal. Alors, il me l'a fait. Puis là, on était dans le noyau, vraiment le noyau de distribution, parce qu'il y a des secteurs domestiques et tout ici. Mais la grande pièce d'apparat, c'est celle-ci. Oui, c'est le salon ici. Ça, c'est incroyable. On est en 1937, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis là, vous avez gardé le bois naturel. Est-ce que ça vous a tenté de changer ça? Oui, on a eu des bonnes discussions. Des petits compromis par rapport à ça. Oui, madame voulait peinturer puis mettre de la peinture parce qu'elle trouvait ça trop foncé. Puis moi, j'aimais le côté chaleureux foncé. Oui, c'est foncé, mais faut que tu aimes le bois. Puis moi, peinturer du bois, j'ai bien de la misère avec ça. Fait qu'on s'était dit, non, on garde ça naturel. Puis... Faut dire que c'est très typé de cette époque-là. Hein. Le bois, on pense à l'architecture de l'Autriche, parce que de l'extérieur, il y a un peu d'Angleterre, mais ici, c'est vraiment, on se sentait presque en Autriche ou dans les Alpes, avec toute cette présence-là. Principalement aussi, on reproduit les structures à l'intérieur qu'on voyait dans les maisons d'Alsace, aussi d'Autriche, avec des plafonds à caissons puis des structures. Et là, on note ici aussi un beau travail de bois, là, la moulure, là, qui fait tout le tour de la pièce, qui reprend l'épaisseur de la fausse poutre. Et la poutre, elle est tenue par un pilastre engagé. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans une pièce aux géométries très contrôlées. Là, ici, évidemment, au-dessus du foyer, vous avez fait faire des tableaux de la maison. Oui. Là, on voit la couleur foncée. Quand vous l'avez achetée, elle était foncée. Oui, elle était noire comme ça aussi, oui. Qui était une couleur typique de Montebello. Oui, on a même trouvé des galons en bas, là. C'est écrit Black Montebello dessus. C'était la peinture pour le château, pour les couleurs de Montebello. Ils avaient leur couleur. Oui, ils avaient leur couleur, oui. Et puis, ils rehaussaient tous les détails d'architecture de couleurs vives. Ça date évidemment de l'époque où on brûlait les bouts de bois ronds pour les empêcher de pourrir. Donc, on les peignait de rouge après ça parce qu'on voulait cacher, évidemment, le côté calciné. Mais vous n'avez pas une maison en bois rond, c'est une maison en clin. Oui. C'est plus britannique. Oui, c'est plus britannique. C'est pour ça que c'est une maison de Nouvelle-Angleterre. Ici, j'ai des revues que j'ai trouvées là, par rapport à la maison de 1937, là, qui parlent de la maison avec les plans, avec l'architecture. Vous avez trouvé la revue originale de 1937. Oui, parle de votre maison. Oui. Merci, l'Internet. Ah oui, c'est vrai. Oui.
Alors donc, si j'ai bien compris, c'est le même bureau d'architecte, Lawson & Little, qui a fait le château Montebello et qui a fait la maison ici. Oui, c'est le même architecte. Oui. Le château Montebello, lui, il est fait de type scandinave rustique. C'est un bâtiment en bois rond. Tandis qu'ici, je pense que les clients qui étaient d'origine britannique ont peut-être voulu retrouver des caractères des îles britanniques. Et c'est ce qu'on voit, là, c'est un mélange entre les deux styles. Avec la commande que les clients ont fait à leurs architectes, les architectes ont répondu en reproduisant un style presque... Bon, néoclassique, c'est clair par la symétrie de la façade, mais aussi en allant chercher les vieilles techniques traditionnelles, même du Moyen Âge, qu'on voyait dans les îles britanniques, c'est-à-dire les porte-à-faux qui permettaient de chasser l'eau qu'on voit aujourd'hui ici, mais qu'on sait abondante aussi dans les îles britanniques, et qui permettait de protéger les ouvertures, les oriels, entre autres. Et de chaque côté, il y a des pièces plus basses. Donc, il y en a une ici, il y en a une de l'autre côté aussi. Puis ça sert à quoi, cette pièce, au bout, ici? Bien, ici, c'est la véranda. Je vais vous montrer ça. C'est un beau salon d'été. Un beau salon d'été, oui. Ça, c'est une pièce qui était là, la véranda. Oui, oui, il était là. Oui. On a juste restauré un peu là, les planchers, les moustiquaires, ces choses-là. Là. Et aussi, l'élément qu'on ne voyait pas dans la grande pièce d'apparat, mais qui était derrière, c'était le foyer. Le foyer, la pierre, elle est magnifique. C'est toute la pierre de moraine régionale. Ça va haut aussi. Ça a 40 pieds de haut à peu près, là. C'est la même pierre sur laquelle la maison est assise. Tous les bâtiments à Montebello sont assis sur une base en pierre comme celle-là. Hein? Ouais. Et en arrière, ça, c'est ici que vous avez aménagé même l'endroit pour manger, mais il n'y a pas de cuisine ici. Non, c'était trop dangereux d'aménager la piscine près de la cuisine. Fait qu'on a décidé de le faire ici. C'était plus sécuritaire. Sécuritaire dans quel sens? Les balles de golf. Les balles de golf. Oui. Les balles arrivent jusqu'ici? Oui, oui. Oh, oui, oui, ça arrive ici. C'est parce que le départ du premier trou se trouve juste en arrière de toi. Si ça arrive ici, c'est parce que quelqu'un a un sérieux handicap. Ah, c'est parce que ça va mal, là. C'est un gros handicap. Ça va très mal. Ben, c'est donc dangereux, le golf, là. C'est dangereux, surtout que le propriétaire de la maison originale, M. Joy, est décédé sur le 18e trou. Crise cardiaque avant d'aller poter. Alors, c'est un sport assez risqué. C'est pour ça que je joue pas à ça. On a parlé de l'architecture originale de la maison, mais on n'a pas beaucoup parlé de tous les travaux que vous avez faits, parce que vous en avez fait quand même pas mal ici. Oui, on a tout restauré quasiment la maison, je dirais, là, du plancher au plafond. Il arrive parfois aussi dans les travaux qu'on fait des trouvailles. Là. Oui, des petits bijoux. Comme dans le sous-sol, on a trouvé un beau vieux set de golf. Là, sûrement que les propriétaires originaux, je sais pas si on jouait avec, là, mais un jour, je vais les essayer, je pense, voir si ça va pas être assez solide. Ça vaut la peine. Oui, vraiment. Là, un beau petit trésor. Oui, tout à fait. Et ici, on a la salle à manger originale. Donc ça, c'est le format des salles à manger. C'est étonnant parce que finalement, c'est pas des si grandes pièces que ça, les salles à manger d'époque. Hein? Non, c'est pas les plus grandes salles à manger qu'il y a. Là. Non. D'ailleurs, l'Oriel, qui est le même qu'on a vu dans l'autre pièce tout à l'heure, remplit presque tout le mur au complet. C'est pour nous dire à quel point, en fait, la pièce est de dimension plus réduite. Et là, on voit aussi que vous avez fait des travaux autour. Là. Parmi les travaux que vous avez faits, il fallait retrouver l'Oriel. Ben oui, ramener le bois, parce que c'est sûr que c'était tout peinturé dans ce temps-là. Là. Il y avait peinturé ça en blanc, les tours de fenêtre étaient blancs, les petites tablettes là-bas étaient blanches aussi. Ramener le bois, gratter tout ça pour ramener ça, teindre ça, donner la même couleur, parce qu'on voulait vraiment restaurer comme si c'était la maison qui venait d'être faite. Et retrouver les caissons qui font vraiment très britannique. Oh, oui. Et ici, on arrive vraiment dans la limite du domaine des maîtres, parce que derrière ici... Oui, c'est ça. On rentre dans le domaine plus... Les maîtres n'allaient pas dans cette section-là, c'était la section de la bonne. Là. Ça, c'est la porte là, qui sépare le tout. C'est en plein ça. Alors ici, fait cocasse, on avait, quand on a pris possession de la maison, il y avait un téléphone noir encastré dans le mur juste ici, puis aucun numéro pour signaler, rien. J'ai pris le téléphone, puis ça répondait cuisine du château Montebello. Alors j'ai dit, désolé, j'ai juste raccroché, parce que dans ces années-là... C'était encore relié? Ah oui, ils commandaient leur bouffe direct du château en bas. Là. Du château qui faisait la livraison, et le fil est encore là? Le fil est toujours dans le mur, j'ai juste à plugger un téléphone, puis ça fonctionne bien. Ici, on a ce qu'on trouve en général. Évidemment, les domestiques devaient préparer les plats juste avant de passer à travers la porte battante des deux côtés. Là. Donc ça, c'est le butler's pantry, finalement. C'est en plein ça. Que vous avez restauré. Ben, pas restauré, en fait, vous avez modifié. Parce que, bon, les locaux aussi de cuisine de cette époque-là, c'était petit, hein? C'était quand même petit. Oui, c'est ça. C'était petit. Puis ici, c'était même pas cette grandeur-là. Là. Ouais. Ici, il y avait une section fermée où il y avait le garde-manger qu'on appelle. Nous, on l'a enlevé pour agrandir la cuisine. C'était là, dans le coin ici.
On est dans l'appentis original, là, c'est la même surface, mais vous avez enlevé les cloisons, vous avez décloisonné. C'est ça. Puis vous en avez fait une cuisine fonctionnelle parce que nous, aujourd'hui, on vit différemment. Hein? Oui, c'est ça. Dans le temps, c'était un chalet. Faut mettre la main à la pâte. C'est ça. Dans le temps, c'était un chalet, puis maintenant, c'est rendu plus une maison qu'on habite à l'année. Alors, tout en gardant un côté champêtre là, de la restauration, on a amené ça un peu plus dans le 20e siècle. Je note aussi, près de la porte, un instrument avec lequel je ne suis pas très familier, là, juste en bas du thermostat. Oui, on a trouvé ça dans le mur, c'était caché, on l'a tout restauré. C'est un système pour appeler la servante, la bonne, dans le fond, là, de tout le reste de la maison, parce qu'il ne venait pas ici, dans cette section-là. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne. On a une petite sonnette ici, là.